cette journée de commémoration, celle du 7 octobre. Bien sûr, c'est un événement international, bien sûr que c'est un événement au Proche-Orient, ce qui s'est passé il y a un an, mais ça a été un événement en France aussi, avec évidemment des répercussions directes sur notre territoire. Et vous dites ce soir, rejetons les voix de la haine, parce que vous dites, on n'a pas tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé depuis un an. Oui, parce que je vous disais l'an dernier, le 9 octobre, puisque le 7 était un samedi et le 9 était un lundi. Et donc, c'était un de mes premiers éditos avec vous. Je vous disais à quel point c'était un moment grave et à quel point il m'avait touchée. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, un an après, je suis toujours aussi bouleversée. Parce que les divisions sont toujours là et elles se creusent. Parce qu'aujourd'hui doit être une journée d'hommage et de souvenirs, de respect pour les familles victimes, de pensée pour les otages, notamment les 2 Français qui restent, Ouad Yaalomi de 49 ans et Ofer Calderon 53 ans. Les autres ont déjà été assassinés, ils étaient 48, entre otages et victimes françaises. Il y a heureusement aujourd'hui des mots de partage de beaucoup de dirigeants politiques français, de beaucoup d'anonymes, de beaucoup de Français tout court, mais il n'y a pas seulement ça. Et c'est ça qui est effarant, parce que la logique serait qu'avant qu'on condamne ce qui s'est passé le 8, le 9, le 10 et jusqu'à aujourd'hui, on parle du 7 et qu'on ait une forme de moment de recueillement pour le 7 d'abord. Et c'est une forme d'effacement, d'invisibilisation, comme on l'a dit, en parlant seulement du 8 ou du 9. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, évidemment, ce qui m'a choqué, comme beaucoup d'autres, c'est ce qu'a demandé Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il propose déjà de pavoiser les universités de drapeaux palestiniens. Mais écoute. C'est pas parce que vous interdisez des réunions que ça vous donne le droit d'interdire toutes les réunions. Mais j'avais prévenu. N'avais-je pas dit, aujourd'hui on commence par nous, demain c'est vous. Et voilà, maintenant c'est tout le monde. Alors moi je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut. De manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Voilà, il répond au ministre de la Recherche scientifique et des universités qui demandait une forme de neutralité et qui demandait à tous les dirigeants des universités d'être vigilants sur une forme de neutralité pendant les jours autour du 7 octobre. Mais vous voulez dire qu'il n'a pas dans son propos pris le soin, peut-être au moins par un effet d'équilibre? J'ai pas lu, j'ai rien vu sur le 7 octobre de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et vraiment, je pense que beaucoup de gens sont choqués comme moi. Pourquoi ne pas attendre que ce jour terrible passe? Pourquoi agiter, mettre de l'huile sur le feu ainsi? Là, il l'a dit il y a quelques jours. Même à gauche, d'ailleurs, l'initiative ne suscite pas l'enthousiasme. Sandrine Rousseau, sur LCI, a parlé de provoque. Elle-même, elle a dit il y a d'autres manières d'alerter sur ce qui se passe à Gaza. Parce que ce qui est très frappant, c'est que au-delà de la douleur, on a en face de nous une agitation politicienne extrêmement délétère. Écoutez l'historien Georges Bensoussan. Mélenchon n'a pas de conviction en la matière. Mélenchon, j'en suis convaincu, n'est pas lui-même antisémite. Mélenchon se moque éperdument de la Palestine. Ce que dit Mélenchon, c'est le chaos en France. Stratégie purement électoraliste. Que cette stratégie passe par l'instrumentalisation d'antisémitisme supposé de ces banlieues, il le fait avec un cynisme absolu. Oui, parce que quand on dit pavoiser les universités à partir de demain, ou peut-être dès aujourd'hui, peut-être, des drapeaux palestiniens, ça signifie que pour les étudiants français juifs, eh bien, leurs familles vont leur dire n'allez pas à l'université cette semaine. C'est simple. Parce que depuis un an, le discours politique qu'on vient d'entendre a désinhibé l'antisémitisme comme jamais en France depuis les années 30. Et c'est même bien plus grave que les saillies antisémites de Jean-Marie Le Pen qui étaient condamnés, et des dérapages. C'est beaucoup plus structuré, ça s'appuie sur tout un raisonnement. Et aujourd'hui, il y a des chiffres. Les chiffres de l'antisémitisme qui sont passés donc de 436 actes en 2022 à 1676 en 2023. Et en 2024, au premier semestre, on compte 885 actes, soit 192% de plus par rapport à 2023, c'est-à-dire autant que les 3 années précédentes. Et tout cela pour 1%, moins d'1% de la population. Il y a 57% des actes racistes ou antireligieux. Pour 0,6% de la population française. On voit le rapport qui est complètement déséquilibré. Et on peut redire que les Juifs
juifs ne sont pas les juifs, ce sont des Français. Mais c'est fondamental. Et donc, comment dire, c'est Ce sont pas le les combat Israéliens, de surtout. tout un pays, et peu importe leur religion, s'ils sont désignés comme des cibles, C'est- tous les Français Et doivent... ce sont pas, enfin, ils sont pas là-bas. On est là en France et on est tous ici. J'ai déjà fait ici un parti pris sur coucou, nous sommes en France. Je veux pas le refaire, mais enfin c'est ça quand même. Hein. Et puis surtout, je veux aussi dire pour finir que pourquoi est-ce que depuis un an, on peut pas nous permettre à la fois de pleurer les victimes israéliennes, les femmes violées, la barbarie de cette journée qui marquera jamais l'histoire, et pourquoi est-ce qu'on nous permet pas en même temps, et pour une fois je dis en même temps, et aussi de condamner le Hamas et de pleurer les victimes civiles palestiniennes et espérer de tout son cœur la fin des combats. Et je voudrais qu'on regarde ce dessin de Plantu qui, pour moi, dit tout de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est-à-dire un enfant israélien et un enfant palestinien pris en otage. Donc pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas en fait de comprendre le droit d'Israël à riposter ou à se défendre tout en n'approuvant pas la politique de Benjamin Netanyahou et son manque de boussole apparent en tout cas, ou son manque de projet ou de solution? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas condamner clairement le Hezbollah, le rôle néfaste de l'Iran et en même temps s'inquiéter pour nos cousins libanais de toute profession qui sont pris dans la tourmente? Pourquoi on ne nous autorise pas à finalement avoir tous ces sentiments-là? Parce que ces combats-là, ils sont les raisons d'être de la démocratie. Et puis parce qu'on est tous français, justement. Et parce que comme on est tous français, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous d'accord sur 2 ou 3 choses qui sont fondamentales, qui sont ce dont parlait aussi Kamel Daoud il y a un instant, c'est-à-dire le mal qu'on veut tous combattre, le terrorisme islamiste, dire que le chemin de la paix, il passe par la libération des otages, par le droit d'Israël à la sécurité, par un État pour les Palestiniens. Je voudrais finir par 2 choses. Hier, il y avait un hommage aux victimes, et le chanteur Amir a chanté en arabe. Je voudrais qu'on l'écoute. Voilà, ma mère, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as oublié, en arabe, devant une assemblée qui est venue rendre hommage aux otages, aux victimes du 7 octobre. En revanche, on regardait des images, et ça me dévaste de vous montrer ça, de la manifestation de samedi, où on a appelé à l'intifada dans les rues de Paris. Voilà, ça pour moi c'est la division qui a été instaurée et qui m'empêche de respirer depuis un an, et et je veux dire aujourd'hui, nous ne sommes pas sur le champ de bataille, nous Français. Alors essayons de rejeter cette haine, essayons de nous retrouver, essayons de nous écouter, essayons de débattre, de parfois se disputer, mais pas cela, parce qu'au moins ici on pourrait essayer une cohabitation qui est pour le moment impossible là-bas. Agnès, Bah, je vais à peu près répondre dans mon parti pris, qui est la suite. François. Non, je pense que, enfin, vous parlez d'invisibilisation, c'est manifeste, hein, et je pense qu'il y a eu aussi, de la part de l'extrême gauche française, mais même au-delà, disons, d'un certain nombre de Français, une espèce de dénaturation de tout cela. C'est-à-dire que on invisibilise, oh bon, vous m'avez compris, cette horreur du 7, et on transmute toute l'opération en un conflit colonial qui reprend justement la lutte des Blancs contre le Grand Sud. C'est devenu un emblème justement du conflit colonial. Le dernier conflit colonial, qui est en partie légitimé justement par la colonisation d'Israël spécifique en Cisjordanie, mais qui n'a rien à voir. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, dans l'opération contre Gaza hier, contre le Liban aujourd'hui, il s'agit de s'assurer que ça n'arrivera jamais plus, que cette horreur n'arrivera jamais plus. Et finalement, nous, les témoins, au fond les commentateurs, avons été incapables de lutter contre cette transmutation, cette dénaturation fondamentale de cet événement qui a été récupéré dans un vaste courant pour lequel on peut avoir de la sympathie. Je veux dire, c'est vrai que la colonisation a fait des choses épouvantables et qui reprend la ligne de partage d'aujourd'hui géopolitique entre globalement un grand Occident dans lequel il y a bien sûr Israël, les Blancs, et contre les autres. Il y a des Noirs aussi en Israël. Oui, bien sûr. Enfin, je plaisante, mais c'est vrai. C'est symbolique, Ruth. C'est ce que disait l'historien Neil Ferguson. Bien.
the West and the rest. Et finalement, ils ont réussi à mettre ce conflit-là sur cette ligne de partage. Abnous, la parole à vous. Votre 7 octobre à vous, d'une certaine manière. On se souvient de vos billets aussi à l'époque. Et vous y voyez justement la guerre des récits. Oui, c'est ça, c'est vraiment la guerre des narratifs. Je pense que cette dernière année, c'est vraiment une journée difficile. Et c'est vraiment, je pense que Ruth a raison quand on dit ça fait 1 an qu'on a du mal à respirer. Parce que c'est de pire en pire, je trouve sincèrement. Parce que cette guerre des narratifs, de 2 narratifs, provoque une chose. D'abord, une absence d'empathie extraordinaire qui fait qu'il n'y a plus de neurones miroirs. Vous savez, on a tous des neurones miroirs, on réagit à la douleur de l'autre. C'est plus possible. Ça ne marche plus qu'on ait réussi à nier le massacre de familles entières, d'enfants, le viol, la prise en otage de familles, d'enfants, de bébés, de vieillards, qu'on ait eu ces images et de tout filmer. Ça, c'est vraiment pour moi le plus grand traumatisme, c'est filmer avec enthousiasme par ceux qui commettaient ces crimes, diffusé par enthousiasme par eux, en les envoyant sur les réseaux sociaux de leurs victimes pour que leur famille assiste à ça en direct. Tout ça est absolument terrifiant et ça provoque cette espèce de paralysie, cette guerre des narratifs de l'empathie. Et l'autre effet, je ne vais pas revenir sur les pogroms du 7 octobre, je trouve que Ruth l'a très bien expliqué, c'est l'autre paralysie, c'est la paralysie de la réflexion qui fait que, pour faire simple, globalement, beaucoup trop de gens disent n'importe quoi. Et ce n'importe quoi fait qu'en un espèce de temps record du fait 7 octobre, pogrom, drame tragique, silence, recueillement, dans l'après-midi même, on était dans la contextualisation qui a permis, c'est peut-être la mue la plus spectaculaire de l'histoire, de transformer le Hamas qui assumait ses actes terroristes en groupe de résistance et permis à des universités d'élite occidentale de crier « From the river to the sea », de la rivière à la mer, ce qui sous-entend la disparition d'Israël. C'est peut-être la mue la plus rapide et la spectaculaire de l'histoire. Et quand je dis « les gens disent n'importe quoi », c'est que par exemple là, le Liban pourrait être dans l'actualité. J'aimerais que dans les 2 camps, parce que maintenant chacun est sommé de choisir son camp, que ceux en même temps qui voudraient qu'on soit capable de pleurer les enfants, les civils massacrés de Gaza, tout en reconnaissant la responsabilité du Hamas qui s'en sert comme bouclier humain et qui se vante de ces civils qui lui permettent de transformer Israël en nazi, de victime en bourreau, de nazifier de sale et de se victimiser dans le discours et permettre les images qu'on a vues de manifestations à Paris, ce qui est complètement lunaire, qu'on soit capable de faire ça. Là, on a le Hezbollah. J'aimerais que les 2 camps soient capables de dire que le 9 octobre, le Hezbollah et pas le Liban a tiré des roquettes sur le nord d'Israël, provoquant le déplacement de 65 000 à 80 000 Israéliens qui ont dû s'exiler à l'intérieur. C'est quand même pas très compliqué, mais que là, on se retrouve avec un narratif qui dit Israël entre en guerre contre le Liban. Les bras m'en tombent. Le même Hezbollah qui a provoqué l'explosion du port, qui n'a fait qu'accélérer la déliquescence du Liban, qui est dans les mains d'une corruption endémique absolument dramatique. Autre exemple, c'est prouvé le port. Et il y a le journaliste qui a découvert que ce qui était stocké dans le port appartenait au Hezbollah, a été tué 4 jours après la sortie de son papier. Donc, je pense que plus clair, ça n'existe pas. Et pareil, vous voyez, quand on me dit « Ah, mais il y a une guerre, ça y est, c'est la guerre chaude et tout », comme si cette région n'était pas en conflit tiède. Un seul exemple qu'on a tendance à oublier, à partir de 2018, et j'en ai parlé ici, il n'y avait pas une semaine sans que Israël, avec la bénédiction de la Russie et des pétromonarchies du Golfe, bombarde les intérêts de la monarchie en Syrie. Si ce n'est pas un conflit tiède, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a l'impression que depuis le 8 octobre, Israël a décidé de mettre la région à feu et à sang. Mais il se passait quoi quand toutes les semaines, il y avait un bombardement des intérêts de la monarchie en Syrie et que tout le monde regardait ailleurs? Et peut-être que le pire, et là, vous savez, c'est pas mon genre d'accuser nommément des gens, mais il y a un historien médiatique qui sévit depuis le 7 octobre et qui commence vraiment à me rendre malade, qui est Vincent Lemire, je vais le citer, s'il veut un droit de réponse, je suis là, et qui nous explique, très sérieusement, il a refait ce matin, que depuis les croisades, et je dis bien, je n'invente rien, depuis les croisades, il n'y a jamais eu autant de morts civiles, et il dit bien au Proche-Orient. Et il met de côté la guerre Iran-Irak, 1 million de morts. Donc là, excusez-moi, mais là j'ai un peu de mal, parce que moi là je pleure comme je l'ai fait ici, parce que vous savez combien de fois je suis revenue sur la guerre entre l'Arabie Saoudite et la monarchie en Yémen, qui a fait 400 000 morts, avec une crise humanitaire qui touchait les enfants absolument dramatique. Je pense aux 500 000 morts en Syrie,
avec les milices chiites, dont le Hezbollah, qui ont massacré. Et si on venait encore dans ce double narratif et du partisan, c'est pas des civils, ces gens qui sont morts, et c'est pas des civils, les 150 000 civils palestiniens. On ne sait pas, ils sont morts de faim, massacrés, éparpillés par Bachar el-Assad et par le Hezbollah du camp de réfugiés historiques de Yarmouk en 2014. L'ONU a parlé de quasi-génocide. Donc, c'est pas des civils, il faut remonter aux croisades, et je parle même pas des attentats islamistes qui tuent des musulmans, je parle pas du massacre, du déplacement, de la mise en esclavage des yézidis, je ne parle pas de la disparition progressive des chrétiens d'Orient qui ont été massacrés, et je parle même pas des interventions occidentales de l'Irak en 2003, de Daesh, des massacres de Daesh. Donc c'est quoi? C'est que, vous savez ce que je vois? Je vais être un peu brutale. C'est quand un arabe tue un arabe, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Quand un juif tue un arabe, là on est là, oh là là, non mais franchement, depuis Auguste, personne n'a massacré autant de civils qu'Israël. Mais de qui se moque-t-on? Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Non, cette région est des massacres, et j'aimerais bien qu'on s'arrête tous 2 minutes et qu'on pleure tous les morts, qu'ils soient yézidis, qu'ils soient chrétiens d'Orient, qu'ils soient syriens, qu'ils soient irakiens, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient juifs, il faut dire le mot, ou qu'ils soient gazaouis, ou cisjordaniens, ou palestiniens, ou jordaniens. Et là, peut-être que ça nous ferait grand bien à tous. François.